Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette autre salle des livres. Aujourd'hui, nous allons parler de université et créativité littéraire, quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes, vu le nombre de gens qui nous ont contactés pour en savoir un peu plus sur le sujet. Et justement, pour mieux en parler, nous avons des personnes qui ont été très bien choisies pour cela. Du côté du Sénégal, nous avons notre ami le docteur Nongombaye qui est toujours là, qui a une grande activité autour des résidences littéraires, autour de l'accompagnement des auteurs, et qui est autour de la production même d'écriture. Donc, bienvenue, docteur Nongombaye. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. D'accord. Et nous allons arriver du côté du Cameroun avec le professeur Hassan Brahim qui se trouve au sommet de la pyramide, du triangle national. Il est tout en haut de l'autre côté là. Donc, Hassan Brahim est professeur. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il écrit. Je ne sais pas s'il y a un seul genre dans lequel il n'écrit pas. Nouvelles, poésie, théâtre, roman, essais, épopée. Donc, il a écrit dans beaucoup de domaines. Et aussi, la question de la transmission de la littérature est très importante pour lui. Bonsoir, professeur. Il y a des problèmes, quoi. Oui, je crois que c'est une question de réseau. Le temps que le professeur nous revienne. Et nous avons avec nous Jean-Michel Ekele, qui nous traînons ensemble depuis de très longues dates. Et voilà, très intéressé par la question de la littérature. Il encadre beaucoup, il écrit aussi beaucoup. Et il y a quelque chose qui est très particulier, qui va m'aider surprenant. Dans un recueil de poésie paru au Kenya qui comporte des milliers de textes, quelqu'un avait pu dire que le poème de Jean-Michel était l'un des plus importants de ce recueil. Alors là, c'était impressionnant parce qu'il y a des milliers de textes et il fallait vraiment trouver celui-là. C'était quelque chose de spectaculaire. Et maintenant, investi dans l'accompagnement des auteurs, des étudiants pour la littérature, que ce soit en critique, que ce soit en écriture. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Ededi, bonsoir Dr Mbaye. C'est un plaisir d'être avec vous, avec tous ces aînés, de partager. Bon, je viens apprendre quand on avait les yeux sur les aînés comme ça, on vient dans la posture maintenant. Je suis là pour apprendre. Et le professeur? Ok, très bien. Évidemment, nous allons encore un peu plus en apprendre ce soir. Et professeur, nous avons perdu il y a quelques secondes. Donc voilà, on parlait de vous et de votre action en littérature, de votre écriture justement qui est très dense, qui est très étendue, de tous les genres que vous explorez. Et nous sommes heureux de vous avoir ce soir pour pouvoir parler de l'université de la créativité littéraire. Bonsoir, professeur. Oui, merci, bonsoir. Désolé, c'est comme s'il y a un problème de connexion là. Je suis très content et très honoré d'être ici avec ces brillants copanélistes que je découvre, que je connais déjà un peu, mais que j'aurai le plaisir à découvrir davantage. Je suis très content d'être là et j'espère qu'on va faire des échanges fructueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, très bien. Merci, professeur. Et nous avons vraiment, hâte nous-mêmes déjà de plonger et de voir ce que nous réserve cette soirée. Alors, je commencerai par quelque chose de tous les trois. Et quelqu'un m'a dit, la sagesse africaine voudrait qu'on commence par les aînés. Alors, je vais demander à notre ami, le docteur Ndongobaye, déjà de nous dire ce qu'il entend par créativité littéraire. Déjà, quand on parle de créativité littéraire, comment il entend, comment il voit la chose en elle-même déjà, prise de façon détachée. Oui, sagesse, je ne sais pas. Hein. Sagesse, je ne peux pas sauter le Rubicon en disant que j'ai la sagesse. Oui, le droit d'aînesse, c'est sûr. Ça, c'est sûr que je suis l'aîné des panélistes. Et c'est vrai que, et je crois qu'en cela, déjà, on voit l'importance justement de la culture, de la littérature africaine.
à savoir la dimension de l'oralité. Parce que, quoi que l'on veuille, hein, nous ne pouvons jamais aller à n'importe quel niveau sans passer par la phase de l'oralité, la tradition orale. Et donc, c'est ça qui nous permet justement de pouvoir mettre des valeurs dont justement cette fameuse sagesse, entre guillemets, dont parle Rey, et qui découle du droit d'aînesse. Alors, si on parle de créativité littéraire, et à ce sujet d'ailleurs, on aurait pu seulement ne parler que de créativité tout court, c'est-à-dire la créativité artistique dans une dimension absolument fondamentale. Hein? Eh bien, la créativité, pour moi, c'est le fait, non pas que je suis généré par un espace de savoir pluriel, quel qu'il soit, mais c'est le fait de pouvoir puiser, je dis bien puiser, dans ce qui insondable et inépuisable est en moi, c'est-à-dire à savoir dans mes tripes, mon ventre, et dans mon cœur. Et j'aime bien cette réponse d'un grand homme que nous chérissons tous, qui est feu Sonila Boutanzi, celui qui avait l'habitude de répondre quand on lui pose la question, à savoir pourquoi il écrivait. Il disait ceci en le paraphrasant: j'écris pour arroser l'arbre qui inconsciemment dans mon ventre pousse. C'est merveilleux. Et de pouvoir arroser un arbre qui, pour qu'un arbre pousse dans mon ventre, il faut que ce soit inconscient parce qu'il ne sait pas ce que moi j'ai à faire de lui. Si moi je suis dans une fureur cannibale, ou dans une fureur de destruction, dans une fureur de violence, ou dans une fureur amoureuse, pour parler ainsi, il ne sait pas ce qu'il attend en fait. Cet arbre qui, inconsciemment, dans mon ventre, pousse. Et donc, la créativité littéraire, c'est ça pour moi, c'est ce qui coule du ventre, ce qui coule du cœur, et ce qui sourd en moi, et ce que je transforme. Ce qui transforme, évidemment, dans une forme esthétique, entre guillemets, ou que je transforme dans une forme où moi, j'essaie de l'exprimer, encore que la créativité n'est pas toujours exprimable. Toi, tu peux le faire, tu peux faire une créativité, tu peux créer quelque chose, mais l'exprimer, comment exprimer le tableau Guernica de Picasso? Comment? Quelquefois, on est devant le fait de vouloir exprimer l'inexprimable, de dire ce qui est indicible. Et c'est dans cette dimension-là que je dis que la créativité littéraire exige de nous, non pas un savoir universitaire ou un savoir académique, quel qu'il soit, mais qu'il est en relation symbiotique avec ce que nous avons de plus sensible, de plus profond en nous. Et c'est en cela que la créativité littéraire, eh bien, peut être une chose dans cette dimension-là. Ok, très bien, très bien. Là, nous avons bien compris. Et il y a justement la question de comment l'exprimer et surtout la question de la non-conscience de ce que représente ce qui pousse en nous, même déjà. Donc voilà, nous retenons cette dimension
Et justement, quand nous mettons l'université à côté, Jean-Michel, en attendant que le professeur Hassana revienne, il y a des soucis de connexion. Quand on met l'université à côté, maintenant, je vais poser cette question. Comment l'université, est-ce que l'université déjà est prête à gérer quelque chose de cette nature? Est-ce qu'on peut proprement parler de créativité littéraire au sein de l'université comme option d'encadrement des étudiants? Je répondais d'emblée que oui, on peut parler de créativité dans l'université comme une option. Mais avant, il faut revenir en arrière. C'est tout un long processus. Bon, heureusement qu'on a recentré la discussion sur créativité littéraire. Parce que dans mes préparations, dans mes préparatifs, quand j'ai vu université, créativité, je me suis dit, bon, quand on parle de créativité, c'est assez général. On peut aller dans la musique, on peut aller dans le cinéma, on peut aller dans le théâtre et tout et consort. Mais un autre aspect qu'on peut souvent oublier, c'est que même les théories sont des créativités, sont des œuvres de la créativité. Donc, d'emblée, l'université est un centre de créativité. D'ailleurs, l'université met en avant la créativité. C'est le cas. Okay. Oui, on va encore le dire, oui. Parce que on peut observer des défaillances quelque part, mais il faut reconnaître que dans certaines universités, par exemple, il y a des programmes qui favorisent la création, on appelle creative writing dans plusieurs universités. Si je prends le cas de l'université, par exemple, un cycle master, par exemple, ils proposent ce qu'ils appellent un master. Ça, c'est à la page, n'est-ce pas, au département de langue, littérature et cultures africaines. Ils proposent ce qu'on appelle littérature écrite et création littéraire en master. C'est-à-dire que ça existe déjà, n'est-ce pas? Si je prends le cas de l'université de Boyan, où aux étudiants de licence, ils ont ce qu'ils appellent creative writing, qui n'est qu'un module, c'est vrai, mais c'est déjà quelque chose. Même si on peut dire non, on peut améliorer, mais c'est déjà quelque chose. Si je prends le cas de ces deux universités au Cameroun, vous comprenez que l'université, à un certain moment, favorise la créativité littéraire. Mais maintenant, comment favoriser tout cela à grande échelle? Je pense que c'est là le problème. Donc, je pense qu'après, on pourra en parler quand ce sera prononcé. D'accord, très bien, Jean-Michel. Et là, à grande échelle, c'est ce que je vais retenir pour passer le professeur Hassana Brahim que nous retrouvons. Il y a quelques soucis de connexion de son côté, mais là, ça va. Professeur, quand on parle de créativité littéraire, on parle de cette liberté d'expression qui n'est pas toujours uniforme ou conforme à la rigueur des attentes de l'université. Alors, comment concrètement peut se gérer ou s'évaluer un travail de création? Est-ce que la créativité littéraire ici ne sera pas prise dans les universités en fonction du contexte même déjà de l'université, de sa population estudiantine? Comment se gère la créativité littéraire au sein de l'université en fonction de votre expérience, par exemple? Oui, merci de m'avoir passé la parole. Je suis vraiment désolé, je viens de changer d'opérateur téléphonique. Là, j'ai basculé vers MTN. Je pense que j'ai des problèmes avec la connexion Orange. Donc, du coup, j'ai raté quand même une bonne partie de ce que mes prédécesseurs ont dit. C'est très intéressant pourtant. J'espère peut-être les réécouter plus tard. Est-ce que ça passe? C'est bon? Très bien. Très bien. Merci. Donc, bon, par rapport à votre question, l'apport de l'université dans la créativité littéraire, je crois qu'on peut parler de cela sur 3 dimensions. La première dimension, c'est la production. Vous savez qu'à l'université, moi, je suis par exemple chef de département de français. Je suis enseignant et chef de département de français, et donc, il y a un contenu de programme qu'on donne aux étudiants. Alors, non pas seulement l'université permet d'abord d'enseigner la littérature aux jeunes, de créer des cours d'atelier d'écriture, ce qui peut déjà permettre aux écrivains en herbe de se préparer en conséquence. Donc, l'université est une source de stimulation à la création, dans la mesure où la plupart des écrivains souvent passent par les études en lettres. Et même si ce ne sont pas que des lettres, l'université est un creuset où on apprend la littérature, on la critique,
il y a parfois les modes de création littéraire qui sont enseignés. Donc, au niveau de la production, on peut dire que l'université est un creuset, est un havre de futurs grands écrivains qui souvent passent par là. Mais aussi, au niveau de la production, on peut aussi mentionner le fait que même les universitaires sont les écrivains. Même les universitaires sont les écrivains. Moi, j'en suis un exemple, il y en a bien d'autres. On peut citer Patrick Ngana et bien d'autres. Donc, comme pour dire que l'université également, les universitaires eux-mêmes sont des producteurs de la littérature. Et donc, j'ai même, dans ma nouvelle théorie, peut-être que vous en avez entendu un mot, l'écrivaintologie, j'ai tout un concept sur la question de l'intellecture, c'est-à-dire la littérature produite par les intellectuels. Et c'est une production intéressante parce que elle, comme vous le dites, elle gagne, en fait, elle apporte un plus en qualité et surtout en franchise universitaire, parce que l'universitaire quand même a le niveau de pouvoir. Allô? C'est bon? Je reviens? Ok, oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, au niveau de la production, l'université a un grand apport au niveau de la créativité littéraire. Bon, maintenant, au niveau le deuxième point, au niveau maintenant de la distribution. Au niveau de la distribution, les universités ont des bibliothèques, et les universités ont des espaces de lecture, et donc, l'université est en quelque sorte un grand entrepôt de textes littéraires que les auteurs publient. Vous allez voir dans chaque bureau d'un enseignant d'université des livres, des œuvres, etc. Donc, pour dire que l'université même est un lieu de stockage de textes. C'est une grande librairie, c'est une grande bibliothèque. Donc, ça aussi, c'est un apport pour la créativité littéraire. Et puis, enfin, au niveau de la consommation littéraire, vous savez que les grands consommateurs. Et donc, si quelques soucis de. Allô? Oui. Oui, je disais que au niveau de la au niveau de la consommation, ce sont les universitaires qui souvent achètent les livres, les lisent et les comprennent. Et surtout les étudiants, qui constituent quand même un grand public, un grand lectorat, non des moindres. Donc, pour finir, et là, je n'ai même pas cité encore que l'université est un cadre où on fait des grandes dédicaces, où on reçoit des écrivains. À l'université de Ngaoundéré, moi, j'ai reçu Kalix Beyala, Pabe Mongo. D'ailleurs, tout à l'heure, à 17h30, je discute avec Kalix Beyala sur notre thème. Et on a parlé presque 1 heure. On a fait presque une conférence avant cette conférence où Kalix Beyala a justement interrogé vraiment l'apport de l'université. Elle était très contente pour ce thème parce que elle estime que les universités doivent faire plus pour accompagner les écrivains. Et je crois que à travers les dédicaces, à travers la critique littéraire, parce que si vous imaginez le nombre de mémoires de master, de thèses de doctorat, des articles publiés scientifiquement sur la littérature camerounaise et africaine en général, par exemple, nous on étudie beaucoup Senghor, hein, notre frère sénégalais, on étudie Senghor, Birago Diop, on étudie tous ces grands écrivains, même le nouveau, là, moi je suis en train d'encadrer une thèse sur Fatou Diom, tous ces écrivains africains et ailleurs sont fréquemment font l'objet de grands travaux de recherche. Donc, je ne serai pas long pour dire que, à mon humble avis, comme je l'ai dit à Kalix Beyala tout à l'heure, l'avenir même de la littérature passe par les universités. Et je lui ai fait savoir que le théâtre camerounais est né même dans les universités. Et l'université est quand même l'espoir et l'avenir de la littérature africaine. Donc voilà ce que je peux dire en introduction. Merci beaucoup pour votre patience. Et merci beaucoup, professeur, pour cela. Et justement, ça nous amène à nous poser d'autres questions en ce qui concerne vraiment l'encadrement de la créativité littéraire dans les universités. On va se demander ce qui est produit de là, parce qu'il y a à l'extérieur, en dehors de l'université, il y a un certain regard qui est jeté sur la critique, par exemple, qui est jetée sur la production, même. Mais je peux dire aux gens déjà que pour vous avoir déjà lu tous les trois, je sais que la question de l'université n'est pas
celle qui prime quand vous écrivez. Donc, je vais poser cette première question, prof, qui sera aussi, les autres aussi pourront répondre. Chacun va répondre à son tour. Je reste avec vous, professeur. Est-ce que vous êtes universitaire quand vous écrivez? Est-ce que vous vous sentez universitaire quand vous êtes en phase de création littéraire, en dehors de vos thèses ou de vos essais? Oui, très bien. En réalité, cette question a été traitée par un linguiste que j'aime bien, Dominique Mengueno, qui parle de la paratopie littéraire, c'est-à-dire de la posture au moment où on écrit. Alors, honnêtement, quand j'écris, je ne suis pas l'universitaire. Ce n'est pas l'universitaire qui écrit. Parce que l'écrivain, comme dit Gérard Genette, nous sommes d'abord dans un état d'écrivain. L'écrivain, c'est celui qui est là sur son manuscrit. Et là, c'est la personne, c'est l'âme, c'est les tripes qui parlent, ce n'est pas le statut social. Mais donc, pour répondre de but en blanc sans aller citer de grands auteurs, je vais seulement dire que quand je suis en train d'écrire, c'est-à-dire quand je suis en l'état d'écrivain, je ne suis pas l'universitaire. Mais malheureusement, quand on publie déjà et qu'on est dans le statut de l'écrivain, ce vernis d'écrivain, d'universitaire, ne peut pas s'effacer. Sauf si on essaie d'écrire par pseudonymie ou par passer par un autre procédé. Mais si on met son nom sur une œuvre littéraire, fatalement, on va faire la corrélation entre l'universitaire et l'œuvre. Par exemple, si je me mets à écrire une œuvre littéraire avec 40 000 fautes, mais on va aussi bien reprocher les erreurs à l'écrivain qu'à l'universitaire. Et donc, on ne peut pas fatalement se détacher de cette identité sociale, sauf si on passe par un pseudonyme. Donc, comme pour dire simplement que quand j'écris en tant que personne, mais sans oublier quand même que au finish, mon statut d'universitaire va me rattraper dans la manière d'écrire, de la manière de traiter certains thèmes. Donc, indirectement, ça influence quand même la création. Merci. D'accord. Docteur Dongombaï, maintenant, il y a cet aspect universitaire, évidemment, qui ne vous quitte pas. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire ou alors une source de, peut-être, même de frustration de l'auteur? Comment vous sentez au moment de l'écriture? Est-ce que vous pensez que c'est l'universitaire qui écrit, donc attention, ou alors... Ray, moi, tout d'abord, hein, tout d'abord, je me méfie. Je dis bien, je me méfie. C'est pas un petit mot que j'emploie là. Je me méfie de cette relation qui semble une relation intrinsèque, normale, entre créativité et université. Moi, je ne crois pas du tout. Hein. Je ne crois vraiment pas du tout. J'ai enseigné depuis 83, j'ai enseigné plus de 35 ans dans ma vie. J'ai encadré des licences, j'ai encadré des masters, etc. Mais ce que je vois sur le terrain, c'est-à-dire dans l'espace littéraire, dans l'espace de la créativité littéraire, qui, là, nous intéresse. Mais si vous faites actuellement un décompte des écrivains par rapport à ceux qui sont sortis de l'université, mais vous verrez que, en fait, il y a très peu d'universitaires qui sont devenus de bons écrivains. C'est ça le problème. Moi, c'est ça qui me pose un problème. Et cette relation, pourquoi j'en parle? Parce que je suis partenaire et en même temps correcteur dans une maison d'édition au Burkina Faso, avec qui je travaille. Aucun manuscrit ne sort sans que je le regarde et que je jette un coup d'œil. Mais quelquefois, j'ai des professeurs d'université qui, parce qu'ils sont enseignants à l'université, croient qu'ils sont, parce qu'ils ont envoyé un manuscrit, croient que le manuscrit doit passer comme une lettre à la poste. Mais si ça existait, on l'aurait su. Si écrire, parce qu'on est écrivain, si parce qu'on est universitaire, on est écrivain, on l'aurait su. C'est comme si les gens qui disent, je suis engagé, j'ai une écriture d'engagement d'engagé,
et je suis écrivain. Non. Quand tu es engagé, là aussi on l'aurait su, mais quand tu es engagé et que ton écriture a justement cette notion de littéralité, que moi j'appelle toutes mes forces dans tout texte littéraire, c'est-à-dire cette lumière que moi je cherche dans tout texte, que ce soit un texte, un essai, un drame, du théâtre, de la poésie, de nouvelles, etc. Cette littéralité, mais pas parce qu'on est professeur d'université, eh bien, on peut l'insuffler à un texte, un texte. Et par contre, comme l'engagement aussi, quand on est engagé, oui, quelquefois, il y a l'engagement qui rencontre l'histoire. L'engagement rencontre l'histoire, et puis l'histoire rencontre quoi? Eh bien, une écriture, une belle écriture, une bonne écriture. Il y a eu des grands gens engagés comme Aragon ou comme tous nos grands écrivains d'Amérique latine, qui sont très grands écrivains, en même temps qui sont engagés. Tout cela, pas parce qu'ils sont engagés qu'ils sont des grands écrivains, mais c'est parce qu'ils ont cette fibre de l'engagement qui vient à un moment de l'histoire, donc télescoper une écriture qui est magnifique et qui est dans une forme de littéralité, qu'on a justement cette dimension littéraire, cette dimension de créativité littéraire. Et c'est en fait, quand je dis ça, c'est pourquoi? Parce que simplement pour moi, l'écriture et la science, fais attention pour moi. Chaque fois je dis ça aux jeunes écrivains qui m'interpellent, qui m'envoient des manuscrits, etc., je leur dis attention. Il faut de l'exigence, il faut de la rigueur, mais surtout, il faut de l'humilité. L'humilité. Je ne peux pas me cacher derrière mon titre de docteur S-Lettres depuis 82, parce que Ndongo Mbaye est docteur S-Lettres de 1982, qu'il est forcément un bon écrivain. Ou qu'il est un bon créateur littéraire. Ce n'est pas vrai du tout. Et donc, c'est pour ça que je donne juste cette dimension spécifique de la littérature ou de l'art en général. De la création tout court. Ce n'est pas quelque chose qui est orthonormé, qui est là dans une dimension où c'est circonscrit dans un cercle, dans un espace. C'est parce que il y a cette notion de singularité. La notion de singularité qui doit être, eh bien, la partenaire privilégiée de toute créativité. Je dis ça pas aux jeunes écrivains, ne cherchez pas à être Aimé Césaire, cherchez pas à être le Senghor, cherchez pas à être Dr Ndongo Mbaye, cherchez pas à être, non, soyez d'abord vous-même. Et vous verrez que c'est de là que jaillira votre statut d'écrivain. Okay. Voilà. D'accord, docteur. On vous suit, on vous entend. Et justement, il y a la question de la qualité qui revient très souvent, qui pousse à se poser un certain nombre de questions. Et on se dit, quand on écrit, surtout depuis la position de l'universitaire, on n'a pas droit à l'erreur. Jean-Michel Ekele, est-ce que cette position-là, finalement, ne gèle pas la créativité? Parce que je retourne sur le procès, on a parlé tout à l'heure, il n'y pense pas au moment où il écrit, ou du moins, dans sa posture d'écrivain, il laisse la créativité, mais une fois qu'il a terminé avec son écriture, une fois que le livre paraît, maintenant, l'universitaire sera jugé parce qu'on va se dire, non, mais quand même pas lui, si jamais il y a un certain type de... Alors, comment vous vivez cette chose-là? Comment se fait la transition entre celui qui encadre à l'université et celui qui écrit? À quel niveau se situe la peur de l'échec? Bien, je suis content, très content, parce que j'avais peur que ce que je devait aller en contradiction avec ce que les aînés ont proposé. Mais il me conforte dans ma logique. Il me conforte dans ma logique selon laquelle l'écrivain, c'est quelqu'un de libre, fondamentalement libre. Donc, on peut être universitaire, on peut être écrivain, mais il faut savoir dissocier les deux. Excepté si on fait une écriture académique. Là, nous sommes dans
la critique littéraire. Mais lorsqu'on demande de faire la critique, creative writing, il faut savoir dissocier les deux entités. Et très souvent, les aînés avec qui je discute me tapent sur les doigts. Parce que j'espère que avec une discussion, ils vont pas le faire également. Parce que tout le temps, je dis aux aînés, si l'écrivain est libre, ok, je ne comprends pas la posture de Mongo Betty à l'égard de Kamara Lai. Quand tu lui dis, tu fais de la littérature rose. L'Afrique traverse des moments difficiles, donc toi, tu vas écrire pour dénoncer les maux de l'Afrique. Là, je pense qu'on conditionne l'esprit de l'écrivain. Or, l'écrivain est quelqu'un de libre. Et tout à l'heure, le prof a dit, l'université influence la créativité. On a beaucoup de camarades, beaucoup de cadets avec qui on discute. Ils veulent produire un texte selon les canons du romantisme. Ils veulent produire un texte selon les canons, en fait, plusieurs canons esthétiques. Ils veulent se ranger dans un univers particulier. Ce faisant, ils détruisent leur créativité. Parce qu'à tout moment, ils ne s'expriment pas, ils emboîtent un canon qui est réalisé dans un contexte précis. Donc, et on a eu un échange avec un enseignant pendant plus de 2 heures de temps. Je ne vais pas citer qui c'est. Et c'est lors d'un coup, il nous dit, je cite, extension ces mots. Il nous dit, l'écriture de Patrick, c'est l'écriture. Et on lui a dit, l'écriture de Patrick, c'est une écriture. Ce n'est pas l'écriture. Donc, il y a parfois l'aspect idéologique qui va pousser certains enseignants d'université à vouloir que toi, en tant que petit écrivain, voilà comment tu dois écrire. Et ça pose un problème. Donc, du coup, à ce moment, comme je disais tout à l'heure, l'université, à un certain moment, on doit revoir certaines façons d'imposer, de vouloir imposer une pensée à l'auteur. Si l'auteur se lève, je peux comprendre. Notre littérature, elle était essentiellement contestataire en fonction du contexte qui était le nôtre. Il a fallu dénoncer l'esclavage. Il a fallu dénoncer la colonisation. On a salué le travail de Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, tous les illustrés, mais c'est dans un contexte précis. Aujourd'hui, est-ce que nous faisons face aux mêmes réalités qui est, n'est-ce pas? Je pense qu'on doit savoir s'adapter, évoluer. Si on décide d'écrire pour dénoncer les mots sociaux, on doit savoir s'adapter aux réalités, au contexte qui est le nôtre. OK? Sans toutefois exiger à l'autre d'écrire comme j'ai écrit, comme j'ai écrit ainsi, parce que je dénonce la malgouvernance et tout. Toi également, tu dois faire ça. À ce moment, c'est tuer la créativité. Donc, je pense qu'il faut laisser libre cours à la créativité. S'il veut décrire la misère comme le faisait Hugo, s'il veut décrire la solitude comme faisaient les poètes maudits, alors ils sont libres de le faire. Merci. Ok, vas-y, je crois que tu es revenu. Non. Le professeur Asana, as-tu des problèmes? Non, moi, je ne sais pas. Moi, je suis bien. Ah bon? Okay, moi, je suis bien. Oui, je vous suis. Ok, allez-y. Ah oui, moi... Mais lui pas. Je ne le suis pas. Lui, je ne le suis pas. Ok, moi également, je ne le suis pas. Donc, il va passer, nous ne sommes pas très loin, il va passer sa question, je pourrais vous la transmettre. D'accord. Ah, ouais. Là, James, ça passe déjà? Ok, tu es revenu, c'est bon. Bon, oui, ce que je voulais demander, professeur, c'est la question de la liberté. Comment gère-t-on les individualités? Il y a beaucoup de personnes qui écrivent, via la créativité, c'est vraiment le domaine de la liberté. Alors, comment l'université encadre-t-elle ces individualités
est-ce que on va faire sortir les étudiants de la notion de théorie pour faire entrer chacun dans son individualité et la comprendre? Donc, comment l'université a-t-elle organisé l'encadrement de la créativité littéraire chez nos étudiants? Bon, merci pour cette question. Avant d'y répondre, permettez-moi de réagir à ce que l'aîné a dit tout à l'heure. Mon confrère et frère du Sénégal et mon collègue qui a enseigné plusieurs années et qui a posé la question de la littérarité. À savoir que c'est pas parce qu'on est universitaire qu'on est un bon écrivain. Et là, il a raison. Il a vraiment raison. La littérature, c'est d'abord un art. Hein. Ce n'est pas une science. C'est d'abord un art. Et comme tel, elle obéit d'abord au don. Elle obéit à vraiment à quelque chose, à un talent, on peut dire quasiment naturel ou peut-être inné. Et ce n'est pas le produit de la céphalisation, c'est-à-dire du savoir savant. C'est d'abord un art et comme tel, il faut en avoir d'abord le don et le talent. Donc, je suis d'accord avec l'aîné sur ce point-là, parce qu'on lit des universitaires, mais on ne voit pas la littérarité. Et comme tel, on ne verra pas non plus la littérature d'un point de vue esthétique et thématique. Certains universitaires feraient mieux de faire des essais comme les Sartre que de faire de la littérature. Bon, maintenant, pour revenir à votre question, bon, je crois que l'université, le souci de l'université, je crois, dans la capacitation littéraire, c'est-à-dire dans les enseignements qui permettent aux jeunes écrivains les écrivains en herbe de devenir des grands écrivains, on met l'accent beaucoup plus sur l'esthétique. C'est pour cela que vous allez voir que on va chercher les écrivains qui ont une belle plume, parce qu'on met d'abord l'accent sur l'esthétique, sur la lecture, la culture générale. Et donc, c'est la forme qui intéresse d'abord. Bon, vous savez que les universités s'inscrivent dans les logiques des impératifs républicains et très difficilement, vous allez voir que les universités vont, par exemple, enseigner une littérature d'un engagement sociopolitique trop osé. Vous voyez, c'est curieux qu'une université d'État demande aux futurs écrivains de s'engager, c'est pas de devenir, par exemple, des acteurs sociopolitiques de l'opposition, etc. Donc, je crois qu'il y a quand même... Allô? Est-ce qu'on me suit? Oui, allô? Oui, bien sûr. Bon, je me dis qu'au niveau... Voilà, donc, merci. Donc, au niveau de la thématique, je crois que sans compresser, sans toutefois faire une littérature sur ordonnance, je crois qu'on essaie quand même de former des citoyens respectueux de leur pays, respectueux des impératifs républicains qui exigent quand même un civisme un peu qui s'oppose à la subversion. Parce que vous savez qu'il y a la littérature subversive, il y a même la littérature anarchique. Donc, on ne peut pas aller au-delà de choses qui peuvent aider la société, des choses, en fait, d'une démarche littéraire on peut bien critiquer, par exemple, la corruption, on peut critiquer certains faits, mais je ne pense pas qu'à l'université, on forme des écrivains dont le but, c'est d'être des subversifs demain, mais on les sensibilise quand même à la réalité du monde, surtout à l'impérialisme mondial, qui s'impose à notre littérature. Par exemple, je finis par là. Vous savez, nos référents, ce sont les épigones de la négritude. Et donc, vous allez voir que de plus en plus, on est encore dans la négritude. On est dans la négritude, c'est-à-dire, nous sommes encore en train de sensibiliser la jeunesse à penser que notre littérature noire est une littérature qui doit s'imposer. Humaine de l'Africain aujourd'hui, de l'homme noir aujourd'hui. C'est presque la continuité de la négritude. Donc, voilà un peu les thèmes, en fait, si vous voulez, le réarmement moral qu'on donne à la jeunesse
pour qu'elle soit une littérature militante pour la cause noire, pour le développement africain, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous appelez liberté, mais je pense que la liberté, c'est d'abord l'affranchissement de l'homme noir vis-à-vis d'un monde prédateur et d'un monde qui ne le favorise pas beaucoup. Merci. Okay. D'accord, professeur. Je crois qu'il y a quelques soucis de connexion qui perturbent vraiment. Mais je crois que nous avons pu nous suivre et justement constater qu'il y a une certaine évolution et qu'aussi, on essaye de s'approprier certaines choses. Maintenant, depuis 1982, que vous êtes docteur, notre cher ami Ndongombaye, vous avez vécu l'évolution de la littérature autant à l'université que sur le terrain à l'extérieur, parce que vous encadrez beaucoup. Maintenant, ce que je vais vous poser comme question, c'est comment l'université et les ateliers, comment les ateliers sont-ils orientés? Organisés quand on a des étudiants devant soi. Est-ce que les ateliers sont orientés, Diop, les Césaire, Mongobetti et autre chose, ou alors, je reviens, j'insiste sur la question parce qu'elle est amplement posée. Est-ce que les ateliers de l'université tiennent compte de l'individualité de l'auteur dans son individualité, ou alors on essaie de tracer une voie pour que cette... On aura encore des parties là. Oui, oui. De réseau, je ne sais pas si on entend ou pas. Hein? Mais je crois que vous avez eu le français de sa question. Oui, donc, non, en fait, ce que je voudrais juste dire, c'est que il ne faut jamais oublier la dimension idéologique, la dimension idéologique de l'enseignant face à son apprenant, aux apprenants. Il ne faut pas croire que l'apprenant va oublier son idéologie par rapport à un quelconque atelier qu'il va encadrer. Je crois que même s'il va essayer d'être le plus éthique, entre guillemets, possible, le plus égal possible, il ne peut pas s'affranchir de sa propre identité. C'est l'identité qui englobe justement l'idéologie, les apprentissages qui sont passés, son itinéraire de vie, son parcours universitaire, etc. Et aussi ses perspectives quant à l'avenir de l'université, et aussi des lettres et de la culture. Et donc, ce que j'ai toujours vu avec mes amis et enseignants, professeurs comme ça, qui ont encadré des ateliers, tout ça, c'est que, certes, ils ont été au maximum d'être le plus rationnel, le plus égalitaire possible, d'être le plus à distance sur certaines choses, mais que eux, ils sont remplis d'une idéologie qui est là, et que donc, ils vont plus faire appel à des auteurs dont ils se sentent plus proches, que ce soit des poètes, des nouvellistes, des romanciers, des dramaturges, qu'à d'autres écrivains dont ils ne sont pas proches, dont ils sont beaucoup plus éloignés, parce que c'est simplement ces écrivains-là, dont ils sont proches, leur parlent le mieux. C'est ça, en fait. C'est comment faire en sorte que la relation de proximité que j'ai avec un auteur, un écrivain, une autrice, quelle qu'elle soit, puisse être, eh bien, j'allais dire presque mon fonds de commerce, en tout cas le pilier de mon raisonnement par rapport à la gestion d'un atelier d'écriture. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est que moi, je suis appelé, je dirige des ateliers d'écriture, donc aussi bien dans le domaine romanesque que dans le domaine donc de la poésie. Et je vois que je n'interpelle pas tous les auteurs, je n'interpelle pas toutes les autrices. Par contre, j'aurais plus tendance il y a la question d'Aubin qui est là.
interpeller beaucoup plus une femme comme, qui est une grande amie à moi, mais en même temps qui est une excellente ouvrière, écrivaine, qui est donc Ken Bougoul, hein, dont je suis très très proche, hein, donc Amidra Sofal, que je connais très bien aussi, hein, je vais faire intervenir des écrivains comme Sorna Benga, qui est pour moi une amie, qu'une sœur, et aussi parce que leur écriture me parle. Et donc, et quant à la poésie, je vais travailler ce texte de mon ami, mon grand ami Amadou Elibantan, bien sûr. Évidemment, je travaille sur Biragodio, hein, donc je connais les textes par cœur, sur les textes de Lépo Sédar Senghor, mais aussi des textes aussi poétiques d'autres jeunes écrivains, des jeunes écrivains qui sont des jeunes écrivains. Hein? Hein? Oh. Allô? Oui, on vous écoute, moi on vous écoute. Ah bon? Donc des jeunes écrivains qui sont des jeunes écrivains, poètes qui sont là, qui viennent d'émerger sur l'espace de la poésie, mais qui sont porteurs justement d'une parole poétique, d'une écriture poétique, d'une créativité littéraire extraordinaire. Et je crois que moi, c'est ça qui en fait qui m'interpelle. C'est comment faire en sorte que des textes qu'on ne suive pas toujours les aînés, comme il dit tout à l'heure mon ami professeur, les Iptigones, hein, pas tous les Iptigones, mais qu'il y a des jeunes créateurs, des jeunes créatrices, des jeunes autrices qui sont là et dont il faut aussi parler parce que leur écriture est une écriture littéraire, parce qu'elle est pleine, encore de fois, je reviens, de singularité, parce qu'elle est pleine d'une identité remarquable. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord. Nous allons prendre la question de Aubin Yik qui demande si finalement l'université n'est pas un peu comme le journalisme avec une ligne éditoriale dont on ne doit pas s'éloigner. Oui, là je vais Jean-Michel. Vous savez, comme on expliquait tout à l'heure, le journalisme avait une ligne éditoriale. Oui, il y a certains écrivains qui décident de fonctionner comme ça. Ils ont une méthode, ils ont des thèmes précis. Quel que soit ce que vous ferez, ils vont rester fidèles à leur idéologie, à ce qu'ils pensent. Donc, à partir de ce niveau, vous pensez que oui, il se comporte comme un journaliste et qu'il y a une ligne éditoriale. Donc, il pense pour lui que se détacher de ces thèmes-là, c'est en fait empiéter sur son écriture. Donc, du coup, il reste fidèle pendant des siècles. Revenons à Mongo Betty. Je ne sais pas s'il y a un roman de Mongo Betty qui n'est pas contestataire. Donc, du début jusqu'à la fin. OK? Il a attaqué la colonisation. Il a attaqué les dirigeants en place. La période de la dictature. On ne va jamais changer ça. Quand on parle de Mongo Betty, c'est ce qu'on parle. C'est sa thématique essentielle. Donc, je pense que oui, on fonctionne comme un journaliste avec sa ligne éditoriale. On a évoqué quelque chose tout à l'heure par rapport aux ateliers. Et j'ai fait une petite recherche tout à l'heure avant de discuter. J'ai consulté le site Edurang. J'ai fait une remarque assez je ne vais pas dire surprenante, mais bon. Les 34 pays africains où le creative writing est normalement enseigné dans les universités comme une matière avec des diplômes et tout, je suis resté ahuri. Sur 34 pays, l'Afrique du Sud, à elle seule, a 18 universités qui enseignent la littérature, le creative writing. Je vois le Nigeria, à elle seule, elle a 6 universités. Je vois le Botswana, je vois le Ghana avec ses 2 universités. Je vois l'Égypte avec 3 universités. Je vois l'Ouganda, je vois le Zimbabwe et je vois le Kenya. Et je me demande où sont des pays francophones, où sont des pays lusophones. Là, je m'interroge. Et on comprend mieux pourquoi est-ce que la créativité littéraire, la créativité artistique dans son ensemble, que ce soit filmique, que ce soit musical, prend de l'ampleur dans les pays anglophones. Donc, on peut s'interroger. J'ai fait une petite recherche encore. J'ai constaté que la France, bon, la métropole, entre guillemets, la métropole, c'est tout récemment qu'elle introduit le creative writing dans ses programmes universitaires. C'est tout récemment. Et on peut donc mieux comprendre pourquoi est-ce que c'est tout récemment que dans les pays francophones, on entend beaucoup parler de ateliers d'écriture. Et puis, progressivement, on introduit ces programmes-là.
comme j'ai cité le cas de l'Université de Maroc, par exemple, où on enseigne, il y a un master dédié au creative writing. Donc, il y a de quoi s'interroger, à mon avis. D'accord, nous écoutons. D'accord, nous écoutons ce moment qui arrive et on parle de la question, on a la question de l'importance, la puissance des universités dans la puissance de la littérature, bien dans son impuissance et d'une certaine façon. Docteur Ndongo-Mbaye, est-ce que vous trouvez pas que les universités ne pèsent pas suffisamment sur la littérature et c'est aussi pour ça que la littérature n'est pas suffisamment puissante. En fait, je veux dire, quand elle est bâtie depuis le continent. On a l'impression que ce sont tous les auteurs venant d'ailleurs qui sont célébrés, ce sont les distinctions venant d'ailleurs qui sont appréciées. Alors, quelle est l'importance des universités face à tout cela, à cette question de qualité et de crédibilité sur le plan international? D'où l'importance du remodelage de la pensée à l'université. Je dis bien de la pensée en général à l'université. Parce que nous sommes trop soumis aux dictats de pensée qui viennent d'ailleurs. Et que je crois que c'est justement là, d'ailleurs, où interviennent des gens comme Jean-Michel Ekele, comme toi, Ray Lévy, comme le professeur Assana, comme d'autres personnes qui travaillent comme Paul Ongono, qui travaillent dans le sens, d'ailleurs comme aussi Aubin Eyeke, je le salue au passage, d'ailleurs Aubin Eyeke. Je crois qu'il y a des gens qui maintenant essaient d'apporter dans l'espace de l'université une autre manière de voir des choses, une autre manière, une autre matière pour créer, pour faire des choses. Parce que sinon, nous sommes tellement soumis au dictat de l'étranger dans sa globalité que tout ce que nous faisons n'est concevable et n'est intéressant finalement que par rapport à sa visibilité en Occident ou en Occident en général, ou ailleurs en tout cas, et pas en Afrique. Comme si nous, en Afrique, nos propres créations, notre propre créativité littéraire n'est pas reconnue. Elle ne l'est que par rapport justement aux grands prix qui sont organisés ailleurs, aux salons, aux grands salons qui sont organisés ailleurs, hein, loin de chez nous, à la reconnaissance qui nous est donnée par d'autres ailleurs, etc. Et c'est ça qui pose un problème justement. Et c'est là où doit intervenir l'université aussi, c'est remodeler la pensée par rapport à ça. Réfléchir sur des axes de réflexion qui inciteraient l'université à être plus dans une création endogène, dans une créativité endogène, dans une lecture endogène de nos propres problèmes et aussi à une production littéraire qui serait reconnue hic et nunc dans l'ici et le maintenant de notre espace littéraire, et c'est ça qui serait intéressant. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes trop soumis, comme disait mon ami Assana, par toutes les valeurs républicaines et qu'on nous refuse très souvent d'être iconoclaste, et alors que l'iconoclastie est aussi une autre forme de créativité. D'accord, très bien. D'accord, professeur, merci d'être venu. La connexion ce soir a quelques soucis de façon globale. Et bon, voilà, nous nous excusons auprès de toutes les personnes qui nous suivent pour cela. Mais dites-moi, professeur, j'aimerais aborder la question des distinctions littéraires. Il est de plus en plus entendu que l'université, ou alors la critique faite par l'université ne pèse plus assez, ou alors n'a plus de sa crédibilité pour pouvoir porter la littérature de l'intérieur. Parce que tout à l'heure, il a été question d'explorer tous ces livres qui viennent de l'extérieur, qui sont plutôt très appréciés, et ceux de l'intérieur qui sont moins appréciés. J'ai vu une liste tout récemment, enfin pas récemment, ça c'était il y a quelques temps, dans laquelle vous apparaissez, elle avait été faite par Thalys Béa, des auteurs à célébrer au Cameroun, et vous, professeur Assana Brahim, vous faites partie de cette liste-là justement. J'aimerais savoir combien d'auteurs on peut avoir
comme cela est trouvé digne d'être célébré à très grande échelle, sans pour autant venir de l'extérieur. Comment notre critique peut-elle peser suffisamment, ou alors pourquoi notre critique ne pèse-t-elle pas assez? Bon, le temps que le professeur revienne, Jean-Michel, je crois que vous pouvez essayer de nous en parler. Ensuite, le docteur Nongombaye prendra la parole. J'ai l'habitude de dire que le livre, quand il est terminé, c'est un produit, le paquet de spaghettis qu'on va acheter, le paquet de médicaments qu'on va consommer, en tant que tel, il y a tout un grand réseau qui valorise ce médicament. Il y a des grosses fortunes qui sont mises pour communiquer, pour vendre ces produits, pas du marketing. Le jour où on comprendra que le livre est un produit fini, qui doit être un produit. Je pense qu'on a atteint. Je me refais toujours à Caliste Béa. Je me souviens dans un entretien, Caliste Béa a dit. Ouais, excusez-moi, ça crise là. Il y a du bruit là. Ouh. Il y a de quoi tuer une oreille, quoi. Là, ça va? Ouais, là, ça va beaucoup mieux. Mais, ouh là là, tout à l'heure, ça crissait. Oui, donc, il évoquait tout à l'heure Caliste Béa, là. Je disais tantôt que je l'écoutais dans une émission où elle disait sur ma carte d'identité, il est écrit profession romancière. Et elle dit, pour appui, j'ai vis parce que j'écris. En fait, son travail, c'est écrit. Elle vit de cette écriture-là. Il est temps qu'on change un peu les mentalités, qu'on fasse comprendre aux gens aux personnes que, étant à l'université, quand on a reçu une bonne formation, ok, on peut vivre de l'écriture. C'est un métier qu'il faut valoriser. Ok, travailler sur la promotion du livre. Ok, bon, pour ceux qui ont fait un peu de marketing, ils savent qu'en marketing, il y a ce qu'on appelle les 4 P, les 4 premiers P. On a le produit, on a le prix. Bon, you have product, price, place and promotion. Le produit, le prix, la promotion, la qualité. Qu'est-ce qu'on fait de ce produit? Parce que le livre, à la fin, est un produit consommable. Donc, je pense qu'il est temps. Après pour parler de créativité, il y en a on crée partout. Pour ça, on crée. Vous êtes au Sénégal. On ne peut pas compter le nombre de personnes qui écrivent au Sénégal. Vous menez les ateliers. On ne peut pas compter le nombre de personnes qui écrivent. Et bien, vous pouvez l'attester. Tout comme au Cameroun, tout comme partout en Afrique. Mais quel est le suivi? Comment est-ce qu'on fait vendre les livres? Et alors, est-ce qu'on doit définir en attendant la récompense qui vient de l'extérieur? Je fais un constat que je suis que vous le faites également. Lorsque on annonce le Goncourt, tous les pays africains sont en émoi. Je me souviens notre compatriote Zaïli qui a remporté le Goncourt des lycéens. C'était peut-être une fête au Cameroun. Ok, elle est célébrée. Mais nous, qu'avons-nous fait pour célébrer ces valeurs-là? Je pense qu'il est temps qu'on s'interroge. Parce que la récompense viendra toujours de l'extérieur. Puis on crée un prix, je ne sais pas, prenons Léopold Sédar Senghor, par exemple, si on revient à lui, qui consacre l'écrivain africain de l'année, avec une forte récompense, comme on voit ailleurs. Est-ce que ça n'aura pas le même impact sur le continent que le Goncourt? Est-ce qu'on doit toujours attendre que la récompense vienne de l'extérieur afin qu'on puisse célébrer nos auteurs? Parce qu'il faut le dire, Zaïli avant n'était pas connu, n'était pas très connu au Cameroun. Mais dès qu'elle a eu le Goncourt, c'est Zaïli. OK, comment on fait pour vendre donc nos talents? D'où la question du prix. Comment on fait pour récompenser nos auteurs? Est-ce qu'on va atteindre la récompense de l'extérieur? Donc, je pense que l'université
peut aussi travailler dans ce sens, ok, pour voir comment ce problème peut être remédié. Parce que l'université est le lieu où on pense la science, on apporte les problèmes à la société. Ok, d'accord, très bien. Professeur, et comme vous êtes revenu, je crois que c'est la question que je posais aussi, que je vous posais, la question des distinctions. Comment les universités se disposent-elles à la distinction maintenant littéraire? Est-ce qu'elles pèsent encore de leur poids? Parce qu'on parle de... Professeur, tu peux arrêter son micro. Professeur, est-ce que vous pouvez couper votre micro le temps que je parle, vous allez le réactiver à la réponse? Même le docteur. Oui, docteur, vous faites pareil, si vous pouvez couper vos micros. Je coupe le numéro. Il y a un son là. Oui, oui. Oui, d'accord. Bien, professeur, ce que je demandais, c'est comment les universités peuvent-elles encadrer, comment la critique, je veux dire, peut-elle encadrer des auteurs locaux pour qu'ils aient l'importance qu'on leur accorde ailleurs, pour qu'on puisse valoriser une littérature à partir déjà du continent. Les universités, quel est le rôle qu'elles se donnent dans la critique, je veux dire, pour pouvoir porter leur littérature? Oui. C'est horrible. Oui, professeur, vous pouvez répondre, c'est ça. Allô? Professeur, activez votre micro. Ok, c'est bon maintenant? Ok, c'est voilà, bon. C'est bon, voilà. Bien sûr, excusez-moi, hein, vraiment, j'ai toutes les misères à cause de mon opérateur téléphonique Orange. Il semble que le réseau n'est pas bon. Oui, les universités peuvent être le lieu de légitimation, de consécration des auteurs. C'est un peu ça. À savoir quel est leur apport par rapport à la valorisation de notre littérature. Tout à l'heure, on parlait des prix littéraires. Est-ce que l'université peut permettre en quelque sorte la légitimation des auteurs africains? Je crois oui. Les universitaires peuvent créer des prix. Quand on entend parler de prix de l'Académie française, mais c'est un prestigieux prix parce que c'est dans l'univers des grands intellectuels. Voilà. Et je crois que c'est une bonne idée que nous ayons des prix universitaires. Hein? On connaît par exemple PUF, Presse Universitaire de France, qui est une maison d'édition de référence. Je crois qu'on peut créer des prix à partir des grands universitaires qui peuvent constituer le jury et qui peuvent en même temps donner, n'est-ce pas, une certaine consécration à ces genres de prix. Oui, mais vraiment, on remarque quand même que cela n'est pas... quand on publie même, quand certains auteurs même publient, hein, quand certains auteurs publient, mais qui en parle? Ce n'est que les journaux. Hein? Très peu d'universitaires se penchent sur les œuvres littéraires, parce qu'une œuvre littéraire n'est pas seulement l'objet d'études d'un critique littéraire ou d'un critique ou d'un linguiste. Même un sociologue peut étudier une œuvre littéraire, puisque une œuvre littéraire, c'est le reflet de la société. Il y a même la littérature, il y a le roman par exemple, qui peut intéresser les historiens. Il y a la littérature orale qui peut intéresser la sociologie, l'anthropologie. Donc, la littérature est tellement riche et diversifiée que plusieurs disciplines universitaires peuvent s'y pencher et l'aider à sa consécration, que de rester dans une posture élitiste et dire que ce qu'on écrit là, vraiment, c'est de n'importe quoi, ça n'a pas de poids, ça n'a pas ceci, ça n'a pas cela. Parce qu'on a l'impression, on connaît par exemple la polémique qu'il y a eu entre Mongo Betty et les universitaires à l'époque. Hein? Bon, on a l'impression souvent que les universités sont un peu condescendants quand ils ont affaire à un texte écrit, par exemple, par un licencié ou peut-être par quelqu'un qui a le bac. Voilà. Et donc ça, c'est un problème réel.
On doit plutôt avoir des universitaires marketeurs, c'est-à-dire qui font la promotion de la littérature locale, du patrimoine national. Et si cela peut aussi être couronné par des prix purement universitaires, quel écrivain ne serait pas aussi fier d'avoir un prix octroyé par des plus grands universitaires africains? Moi, je penserais qu'un tel prix créé et entretenu par les grands universitaires africains l'aura, si ce n'est plus, d'un Goncourt. Hein? Le Goncourt, c'est quoi? C'est le prix de quelques frères qui sont réunis pour faire quelque chose et qui, avec le tapage médiatique, a tout l'éclat qu'on connaît. Hein? Tous ces prix-là, je crois que nous, on peut avoir nos prix. Et j'en appelle même, c'est un appel de cœur, mais je pense qu'il serait mieux que nous ayons des prix africains qui consacrent les écrivains africains. Et le professeur d'université ou les universités ont ceci de particulier qu'elles bénéficient quand même d'une certaine crédibilité, d'une certaine autorité, d'un certain argument d'autorité, ce qui permet qu'un prix octroyé par les plus grands universitaires, même disons francophones, ne peut avoir qu'un impact grand et réel, et il peut consacrer un écrivain. Donc, nous appelons peut-être à l'occasion de cet entretien de tous nos voeux à la création d'une telle initiative. On peut même l'insérer dans le cadre de la francophonie. On peut l'insérer dans le cadre de conférences de recteurs. On ne sait pas. Il y a des plateformes quand même où les universitaires se rencontrent, surtout les recteurs et les ministres des enseignements supérieurs, pour qu'une telle initiative voie le jour et qu'on puisse vraiment permettre à l'université de jouer son rôle de légitimation et de consécration littéraire. Voilà. D'accord, je vois on vous suit, professeur, et on voit bien la nécessité pour les universités de s'investir un peu plus dans l'encadrement, dans cet encadrement qui va porter des valeurs locales, qui va porter quelque chose de l'intérieur et rendre encore plus puissante notre littérature, plutôt que de se dire, bon voilà, ceci a été écrit par quelqu'un qui n'a pas de nom, donc c'est sans grande importance. Et comme on le dit ainsi, il y a certains livres qui n'ont pas la chance d'être portés un peu plus loin. Et beaucoup de personnes reposent sur les universités. Justement parce qu'on voit de plus en plus de préfaces faites par des professeurs de romans, de poésie, de théâtre. Et on voit les directeurs de collection qui sont pratiquement tous des professeurs d'université. Seulement, quand on regarde le travail derrière, soit des livres préfacés, soit des livres qui sortent de certaines collections, on se rend compte que la qualité ne suit pas. Docteur Ndongobaye, vous encadrez tout le temps. Vous envolez tout récemment, bientôt, pour le Burkina, où vous allez encadrer d'autres auteurs. Comment vous gérez-vous? Allô? Pour moi? Elle est encore partie. Oui, c'est comme s'il n'est pas... Sa dernière phrase là n'est pas entendue. Oui, c'est ça, je n'ai pas entendu la dernière phrase. Vas-y, reprends la phrase de Gain. Non. Ouais. On ne l'entend pas du tout. Il faut reprendre la dernière phrase. Il n'a pas entendu. Ouais. Non, je suis en train de travailler, mais dis donc. Donc, tu vois pas qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder là. Ouais, donc, on peut toujours répondre à la question qui est là. Hein. La question de Marcel et Emma, pourquoi pas pendant ce temps-là, parce que Delteray après reviendra avec son être plus crédible, quoi, plus audible plutôt. Donc, par rapport justement au niveau d'expression ou de créativité littéraire des apprenants des ateliers que nous arrive de diriger, je crois que quand on dirige un atelier, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, atelier de création quel qu'il soit, on aspire simplement à
à faire le mieux possible et à être parmi les meilleurs, quoi. Et à inculquer le meilleur. Il faut insuffler, insuffler le meilleur de la création. Et évidemment, du coup, il y a des standards. Il y a des standards de qualité, quoi. Il y a des standards professionnels, il y a des standards de qualité. Et donc, ces standards de qualité, ces standards professionnels, eh bien, il faut justement les utiliser à des fins où les gens qui viennent en atelier de littéraire ou d'écriture ou d'expression, eh bien, qu'ils soient le mieux outillés, hein, pour qu'après, ils puissent avant tout être à l'aise. J'ai toujours tendance à partir dans mes ateliers de deux triptyques. Le premier triptyque, c'est la connaissance de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. La connaissance de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Et le deuxième triptyque, c'est quoi? C'est oralité, lecture, écriture. Alors, quand on a fait sien ces deux triptyques, dans un atelier d'écriture, eh bien, ça remet les pendules à l'heure parce que ça ramène l'individu dans une dimension de confiance. Et c'est cette relation de confiance avec soi-même, une relation d'auto, où l'individu se regarde et se dit, je peux le faire. Eh bien, c'est sur ces piliers-là, eh bien, qu'on met la connaissance qu'on va construire, la connaissance de l'écriture, la connaissance de la rigueur, l'exigence de la rigueur. L'exigence de la rigueur, et encore une fois, je reviens à ça, l'humilité. Il ne faut pas que les gens, parce qu'ils ont écrit 3 ou 4 phrases qui sont belles, se croient déjà des stars avec, pour un livre où ils seront en page de couverture. Il faut qu'on arrête de se leurrer parce que un livre, comme tu disais tout à l'heure avec l'épée, demande non seulement le travail de l'auteur, de l'autrice, mais aussi, eh bien, le travail d'organisation et de promotion. Ça demande le travail, eh bien, de la mise sur orbite du droit d'auteur. Mais oui, le droit d'auteur, c'est l'un des piliers quand on écrit. Et puis, il y a aussi le journalisme. Moi, j'ai la chance d'être journaliste, docteur en lettres et sociologue. Et ça met aussi la de journalistes culturels. Les gens culturels qui sont là et qui doivent pouvoir décrypter un livre, décrypter une pièce de théâtre, une nouvelle, en parler. Au moins, c'est extrêmement important. Et puis, donc, journalisme culturel. Et puis, évidemment, la critique littéraire. Oui, la critique littéraire qui n'est pas un jugement débile, subjectif sur un livre parce qu'on n'aime pas l'auteur ou l'autrice, mais c'est une critique, une vraie critique, c'est-à-dire un regard affûté que l'individu met sur un livre. Et je crois qu'à partir de ça, eh bien, un atelier d'écriture doit être porteur donc de cette qualité, d'une hauteur de qualité, une qualité qui doit être une qualité donc qui doit aller vers le haut à cause justement de l'importance du vocabulaire, de la grammaire qu'on a utilisée, de l'importance de la conjugaison, de l'importance de la sémantique, l'importance de la syntaxe, etc. C'est-à-dire, en fait, écrire pour que surgisse au niveau de ce que nous faisons, encore une fois, cette notion de littérarité, parce qu'il faut qu'elle soit là, in fine. On ne peut pas écrire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Je crois que si nous voulons nous respecter, moi je vois tellement de manuscrits qui m'arrivent, mais c'est à s'arracher ses cheveux, les cheveux qui ne me restent plus, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça en fait. Tu t'arraches les cheveux parce que
non seulement c'est mal écrit, mais en plus de ça, c'est des gens qui se croient déjà en haut de l'affiche, quoi, la littérature. Donc, il faut qu'on sache raison garder. Il faut qu'on sache humilité avoir. Il faut que nous sachions exigence et rigueur donner à un texte. Et je crois que si on fait ça, avec tout ce qui suit, les maisons d'édition qui suivent la promotion, la vulgarisation, le droit d'auteur, très important, des journalistes culturels qui sont balèzes, qui travaillent sur le terrain, et puis en même temps une bonne culture littéraire, eh bien, écoutez, je crois que ça peut aider, ça peut être de nature, à ce que les projets de l'atelier d'écriture soient des projets absolument performants et aussi, eh bien, qui soient porteurs de notre littérature. En tout cas, c'est ça que nous voulons. Voilà. D'accord, docteur. Et encore merci de toujours être autant présent. Nous avons un peu perdu le professeur. Nous espérons le retrouver d'ici la fin. Nous allons bientôt terminer. Il nous reste un peu moins d'un quart d'heure pour boucler. Alors, j'ai cette dernière question qui concerne, je vais revenir sur la critique, littéraire et voir plutôt pourquoi a-t-on l'impression que les universités chez nous ont échoué au niveau de la critique? Parce que les auteurs, ils se plaignent qu'on ne parle que de ceux qui ont un nom venant d'ailleurs. Le professeur le disait tout à l'heure, il faut être un peu plus fort à l'intérieur. Mais comment notre critique, notre littérature va-t-elle être plus forte à l'intérieur si des livres qui sont, par exemple, préfacés par des professeurs d'université sont remplis de fautes, si des livres qui viennent des collections dirigées par des professeurs d'université sont remplis de fautes, alors comment peut-on avoir une littérature crédible? Parce que nous lisons beaucoup de livres, nous voyons des préfaces, nous voyons des livres sortis de collections de tel ou de tel autre, mais la qualité ne suit pas. Comment l'université peut-elle aujourd'hui, est-ce que l'université a les moyens aujourd'hui de garantir ou alors d'assurer cette qualité en son sein? Ok. Jean-Michel? On souffle comme ça entre les enfants qui s'agitent un peu et la connexion qui dérange, c'est pas évident, mais on fait avec. Merci de comprendre à tous ceux qui nous regardent en ligne. Merci vraiment. Mais bien, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On doit repenser l'industrie du livre. C'est toute une industrie qu'il faut repenser. OK? Repenser cette industrie-là. Chacun a un rôle à jouer dans la production du livre. Le rôle de l'auteur ou de l'écrivain, c'est d'écrire justement comme son nom le dit, d'écrire. OK? Il y a le relecteur, OK, qui doit faire son travail. Il y a l'éditeur qui doit faire son travail. Il y a la critique qui doit faire son travail. Prenez les romans je vais prendre Léonora Miano par exemple. Chaque fois que je prends de ces romans et que je vais à la 4e de couverture, vous allez voir l'appréciation d'un critique, OK, qui est un effet de communication, de marketing. Regardons les grands classiques américains, tous les romans américains. Vous voyez, il y a des critiques qui s'asseyent. Je vais prendre Mbolo Mboué, par exemple, l'écrivain d'origine camerounaise, Mbolo Mboué. Comment je fais pour connaître Mbolo Mboué? Je suis le Oprah Show. Et elle dit dans son show, oh my God, I found a wonderful writer. She's wonderful. She's from Cameroon. Je dis, mais qui est cette femme? Et elle dit, her name is Mbolo Mboué. Je dis, wow, Mbolo Mboué, je n'avais jamais entendu. Et elle présente son livre. OK, Behold the Dreamer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher le livre. Et quel est l'écho qu'elle a eu après? Vous voyez, aujourd'hui, Mbolo Mboué, c'est dans tout le monde entier. Elle s'est traduite en plusieurs langues. OK. Oh, moi, je ne la connaissais pas. Et pourtant, on vient de la même ville, Limbe au Cameroun. On a vécu dans le même quartier. Moi, je ne la connaissais pas. Alors, donc, il faut ce genre d'initiative. OK. Par exemple, pourquoi pas un talk show? Les gens, on s'assoit ici, on a les livres, une collection de livres qu'on a reçus peut-être ce mois. Alors, nos le professeur d'université qui s'asseyent pour discuter. Voilà, j'ai lu. Ça, machin et tout. Pourquoi pas? OK. C'est à partir de ce moment qu'on commence à vendre le livre. Il faut donc repenser l'industrie du livre dans le contexte africain qui est le nôtre.
Tant qu'on ne le fera pas, on sera toujours à la traîne et en train de se plaindre. OK, pourquoi est-ce que on va dire non, c'est parce que l'autre est en Pachingana en France qu'il est primé, Léonore Amiano en France qu'elle est primée. Non, Pachingana aux États-Unis qu'il est primé, Léonore Amiano en France, Gaston Kellman. On va se plaindre. OK, pourquoi faut-il qu'ils soient primés à l'extérieur pour qu'on puisse les valoriser chez nous? Donc, il est temps qu'on travaille. OK, j'ai dit, le jour où j'ai suivi Mbolo Mboué dans le talk show de Oprah. Je me suis hâté. Aujourd'hui, je cherche ce livre partout. Dans les bibliothèques, quand j'arrive, Mbolo Mboué, parce qu'elle a produit une écriture que j'ai aimée. OK, peut-être parce qu'elle racontait une histoire libre dans laquelle je me sentais, je me voyais marcher dans ces rues-là. Mais j'ai aimé. S'il n'y avait pas cette communication-là, peut-être que je n'aurais jamais entendu Mbolo Mboué. Donc, je pense à mon nombre d'avis, c'est ce qu'on devrait faire. Étant donné que vous êtes de retour parmi nous, est-ce que l'université a les moyens aujourd'hui de porter notre littérature? Et là, je parle vraiment, je dis honnêtement, parce qu'il y a des jeunes qui écrivent. Et est-ce que ces jeunes déjà d'université est au courant d'eux? Ça, c'est la première question. La deuxième, maintenant, c'est celle que j'ai posée en premier. Est-ce que l'université a les moyens de porter notre littérature aujourd'hui? Oui, pour ça, Hassan Abrahim. Oui. Oui, est-ce que l'université a les moyens de porter notre littérature aujourd'hui? Si on voit que les directeurs de collection sont des professeurs, les livres qui viennent de leur collection ne portent pas toujours de la qualité. Si on voit qu'ils préfacent beaucoup de livres et ces livres ne sont pas toujours des produits de qualité, et si on voit que la critique en elle-même ne porte pas beaucoup la littérature d'aujourd'hui, en dehors de ce qui se passe dans les thèses, les mémoires et autres choses, est-ce que l'université a les moyens de porter la créativité littéraire aujourd'hui? Bien, merci pour la question. Oui, les universités, comme je l'ai dit tantôt, peuvent aider à l'essor de la littérature. Et vous avez parlé des moyens. Bon, les moyens peuvent être financiers, peuvent être matériels. Par exemple, comme je l'ai dit, les universités offrent des cadres de dédicaces, des discussions, des débats, des cafés littéraires. Les universitaires peuvent être éventuellement des éditeurs. Oui, bien sûr. Ils peuvent être dans le comité scientifique ou dans le comité de relecture des textes littéraires. Les universitaires sont aussi des préfaciers ou des postfaciers. Tout ça, c'est une contribution réelle et matérielle à l'échelle de la littérature. Bon, maintenant, les universités, parce que quand on dit littérature, c'est un bien de consommation. Et je crois que on doit renforcer, par exemple, le théâtre universitaire. Parce que vous savez qu'il y a dans les universités des clubs de lecture, des clubs de littérature, des clubs de théâtre. Et la littérature, c'est aussi une représentation théâtrale. La littérature, c'est aussi l'adaptation cinématographique. La littérature, c'est aussi l'adaptation musicale, parce que le poète peut être chanté, le dramaturge peut être mis en scène, le romancier peut être adapté au cinéma. Et les universités sont aussi le cadre dans lequel il y a la cinématographie, il y a la cinématographie, il y a les mises en scène théâtrales, il y a, comme je l'ai dit tantôt, les séances ou les soirées culturelles de déclamation de poèmes, de slams, etc., etc. Donc, vraiment, et chaque université, tout au moins la mienne, il y a la DECU, toute une direction qui s'occupe des associations culturelles et littéraires. Donc, cette direction a les moyens, souvent, d'alimenter les clubs. Les clubs sont souvent l'œuvre des étudiants, mais avec des encadreurs enseignants. Donc, si par exemple, chaque université fait 10 représentations théâtrales par an, si les universités, dans le cadre, par exemple, chez nous, on a un projet qu'on appelle l'anthropologie visuelle, si les universités peuvent adapter certains romans et vendre le produit, si les universités, à travers leur chorale et leur club de musique, produisent des étudiants musiciens sur la base des textes littéraires, je crois que ça peut aller. Ça peut aller. De toutes les façons, il y a
bonne somme d'argent qui est dévolue aux activités culturelles de manière générale, et une partie va à l'essor de la littérature dans les universités. Donc, les moyens sont là. Peut-être qu'ils ne sont pas assez suffisants. Oh là 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 là. C'est comme si... Allô, vous me suivez? Allô? Allô? On vous suit, on vous suit. Voilà. Allô? Est-ce que ça va? Je peux continuer? On vous suit. Allô? On vous suit. Oui, allez-y, on vous suit. Allô? On vous suit. Oui, je disais que, par exemple, au Cameroun, nous organisons chaque année le FENAC, le festival de culture. Et à l'occasion, n'est-ce pas, de ce festival, les éléments ont leur temps. Il y a un espace où la littérature se vend, il y a les stands d'animaux littéraires, même à l'occasion des Jeux universitaires, des cadres où les écrivains s'expriment, où la littérature s'expose, et les critiques. Donc, je pense que les universités ont les moyens pour la littérature d'avoir son Mais là, je pense qu'on vous a perdu. Je pense qu'on vous a perdu à ce niveau. Oui, je crois bien aussi. Oui, je crois que nous l'avons perdu. Donc là, nous sommes arrivés, il nous reste, je crois, peut-être 5 minutes. Donc, ce que nous allons faire, c'est essayer de comprendre un peu avec le docteur Ndongumbaye l'université, la créativité littéraire. Finalement, docteur, qu'est-ce qu'on retient? Oui, je crois que si on arrivait de nous complexer, c'est-à-dire si on arrivait à nous décomplexer, si on arrivait à faire un travail de rigueur, encore une fois, au sein de l'université, sans pour cela essayer d'écrire à tire-larigot, encore une fois, des préfaces et des postfaces sur des textes qui sont absolument à pilonner, je n'emploie bien le mot, pilonner. Mais oui, c'est pas qu'au Cameroun, c'est au Sénégal, c'est pareil. Moi, je suis confronté tous les jours avec mon ami Mamadou Camara. Nous sommes des correcteurs de textes, on en reçoit plein. Mais moi, ma devise, c'est je n'écris jamais de postface et jamais de préface sur un texte qui n'est pas crédible, sur un texte qu'on doit jeter au rebut. Parce que c'est rendre un mauvais service, non seulement à son auteur ou à son autrice, mais encore à toute la littérature générale de notre continent. Et donc, il faut qu'à l'université, aussi, on ait cette exigence et qu'on n'ait pas seulement une formalisation rigoureuse des licences, des mémoires, des thèses, etc. Ça, c'est protocolaire, c'est académique. Mais il faut plus que ça pour la littérature. Quoique, bon, il faut faire ça. Et il faut aussi, avant d'arriver à l'université, commencer par les petites classes. C'est tout ça. Il faut que nous, les écrivains, les autrices, nous soyons confrontés déjà aux jeunes enfants qui sont dans les collèges, dans les lycées, l'école primaire, où nous ne voit jamais un écrivain, ne sait pas ce que c'est qu'un poète, etc. Et c'est là, si on commence là, à mon avis, nous aurons beaucoup plus de résultats et des résultats qui seront meilleurs pour nous tous. Vous m'excusez, allô? Allô? Oui, on vous écoute, allô? professeur. Oui, vous m'excusez, permettez-moi de me conclure, excusez-moi l'aîné, parce que je viens d'être coupé là à cause de la connexion. Alors, je disais en somme que l'université est un grand potentiel. Bon, rien que les rencontres annuelles FENAC, j'ai vu, c'est vrai que la littérature n'a qu'une parcelle, mais on aurait pu élargir cette parcelle pour que c'est à côté de l'art en général et du sport en général, que la littérature ait sa particularité dans cet espace d'échange. Et je le disais aussi que chaque université a une direction des œuvres où un financement est fait pour animer les associations culturelles et littéraires. Il faudra aussi à ce niveau peut-être renforcer
par exemple, dans notre université, nous, on fait les concours littéraires chaque année. Les concours littéraires sont faits et les jeunes talents viennent déposer leurs textes et puis ils sont primés. Peut-être pas primés jusqu'au point d'être publiés, mais peut-être on pourrait arriver à ce stade-là. Donc, je crois que chaque pays a sa politique. Moi, j'admire par exemple beaucoup le Sénégal où l'intellectuel est valorisé. Bon, certains pays, c'est les musiciens qui sont valorisés. Dans d'autres pays, c'est le sport qui est plus valorisé. Mais je crois que si on fait une culture générale de valorisation de la littérature, les universités qui en ont déjà la base de la promotion peuvent aider à l'essor général d'une littérature. C'est ce que je voulais dire en somme avant de... Voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur, d'avoir pu conclure votre propos. Il y a eu énormément de soucis de connexion aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, nous avons pu suivre. Et si le docteur Ndongoba peut aussi conclure parce qu'il était en train de développer quelque chose avant qu'il y ait un souci de connexion de son côté. Oui, docteur. Oui, je disais donc encore une fois que au niveau des lycées, des collèges, nous avons ce qu'on appelle ici, en tout cas au Sénégal, des CLAP. Les CLAP, c'est des centres, donc voilà, de lettres, d'art et de philosophie, où nous sommes souvent invités en tant que poète, en tant qu'écrivain, pour parler aux jeunes qui sont là, de ce que c'est que la littérature, ce que c'est que la poésie, et aussi d'autres thèmes, qu'est-ce que c'est que le leadership, etc. Mais ce qui fait quand même une proximité avec les enfants qui ne sont pas habitués à ça, et donc qui les introduisent déjà dans le monde de la littérature, de la poésie, etc. Et vous savez que l'écrivain n'est pas sur sa tour d'ivoire. L'écrivain, c'est l'oncle qui est à côté, qui écrit et qui vient leur parler au lycée, au collège. Et je crois que ça aussi, habituer les enfants à ça, c'est aussi les préparer déjà à un avenir d'écriture, à un avenir encore de connaissance de soi, de confiance en soi et d'estime de soi, ce triptyque-là, qui est le pilier. Qui est le pilier justement aussi de l'autre triptyque dont je parlais tout à l'heure, du fondement, l'oralité, lecture et écriture. Je crois qu'à ce niveau-là, l'université peut être effectivement, après la dernière étape, garante de l'excellence du travail bien fait par rapport à l'écriture et à la promotion du livre et de la lecture. D'accord, c'est bien entendu. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'université a ses moyens. Maintenant, il faut que cela soit effectif. Il faut que la littérature de l'intérieur, surtout la littérature d'aujourd'hui, soit comprise. Hassan Abraham, il écrit beaucoup aujourd'hui. Il est chez divers éditeurs, Proximité, Ifriqiya, donc il est partout. Et il sait ce qui se passe sur le terrain avec la littérature des jeunes d'aujourd'hui. Docteur Ndongoba, vous encadrez beaucoup de jeunes dont vous suivez aussi l'actualité depuis Jean-Michel Ekele dirige énormément d'ateliers aussi. Nous faisons pas mal de choses ensemble. Dans ce même sens-là, essayer de porter la littérature et de lui donner un autre visage, mais quelque chose de solide, de crédible, pour que depuis l'intérieur, on puisse avoir quelque chose qui rayonne facilement à l'extérieur. Donc voilà, merci d'avoir pris de votre temps et malgré toutes les difficultés de connexion, d'avoir pu revenir à chaque fois pour essayer d'entretenir nos abonnés, essayer de leur parler. Merci beaucoup, Dr. Ndongoba. Merci pour ça, Hassan Abraham. Nous voyons, je veux dire, dans quelques semaines, nous serons de passage, l'équipe acolyte sera de passage à Gaoundéré. Donc, nous aurons l'occasion de discuter. Véritablement, merci déjà d'être encore là et de continuer à soutenir la littérature, soutenir aussi Rosine qui a des activités de ce côté-là parce que c'est énorme de voir que la lecture est aussi promue que l'écriture. C'est très important pour notre littérature afin d'avoir quelque chose d'important. Donc, l'université et la créativité littéraire, si les deux donnent l'impression de suivre des chemins différents, on se rend compte qu'il y a des moyens de les mettre ensemble et surtout pour porter quelque chose de plus important concernant notre littérature. Donc, merci encore d'avoir été des nôtres. Merci à tous ceux qui ont pu nous suivre. Et il y avait quelque chose. Il y avait une dernière question que je vais prendre, si vous le permettez, celle de Calice Laurence qui a pris le chairman, elle arrive en retard.
Donc, sa question, c'était, déjà, elle est embarrassée et voilà ce qu'elle demande, c'est, la question aussi ne concerne que l'apport des universités, dont les professeurs de l'université spécialisés dans certaines filières sur la création littéraire des étudiants et autres auteurs en herbe. Donc, la question a été, elle pourra suivre à nouveau le direct et avoir des réponses. Nous sommes arrivés au thème de cela. Calice, la réponse a été déjà donnée à l'intérieur. Donc, tu pourras suivre et voir comment les universités s'impliquent dans la créativité, s'impliquent auprès de jeunes auteurs, auprès des auteurs confirmés même, qui parfois vont donner quelques classes à l'université qui vont soutenir la créativité littéraire là-bas et aussi des dédicaces, d'autres événements autour du livre. Donc, merci professeur, merci docteur, merci Jean-Michel d'avoir été là et surtout d'avoir soutenu avec ta connexion parce que la mienne était horrible aujourd'hui, vraiment horrible. Bonne soirée à tout le monde et nous nous revoyons le mois prochain pour un autre satellite. À très bientôt. J'espère bien que j'irai un jour à Ngaoundéré pour voir mon ami vous serez reçu. Et puis rencontrer aussi mon ami Sor, dont je viens de faire la préface de son dernier recueil de poésie. Ah, so, félicitations, c'est bien. Bravo. Voilà, donc en tout cas, on garde le contact. Et le Cameroun, c'est mon pays, il le sait bien, Raïn Déby, c'est mon pays d'adoption. Voilà, merci. Allez, à très bientôt. À très bientôt.